Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai failli dire bonsoir, excusez-moi. C'est les lumières qui se sont éteintes. Ma dure erreur. Alors, je vous remercie d'être présent, d'être là pour cette belle table ronde que nous allons avoir. J'ai le très grand plaisir pour que nous parlions de la transition énergétique, précisément des énergies solaires, mais aussi de la transition énergétique au global. En Afrique, d'accueillir sur scène Elisabeth Moreno, Monsieur Tamba, Paul Obambi Junior et Stéphane Tiki. Applaudissez avec le plus de force que vous avez. Oui, Madame Moreno au milieu, ça c'est sûr. Moi, je vais me mettre plutôt sur le côté. Si vous voulez, je vais bien sur le côté pour voir. Prenez place, messieurs. Est-ce qu'il y a cette... Vous savez quoi? Je vais rester debout. Non, au contraire. Bonjour Stéphane. On peut se mettre à 3 ici. Est-ce que vous êtes à l'aise à 3, là? Oui? On est dans la convivialité, la proximité. On voit ça. Très bien, ok. Alors, nous avons une riche discussion importante parce que le Power Earth Summit, on n'est pas dans du franco-français. Il faut que nous soyons tournés vers l'international. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif dans cette démarche-là, mais étant donné que nous sommes sur un territoire à la fois lointain, mais aussi proche dans nos consciences, il faut que nous nous rapprochions de territoires où il y a de l'expérimentation, du potentiel, des principes de la politique différenciée qu'il faut appliquer. On va en parler là, on va vraiment parler de manière très ouverte, très bienveillante, orientée solution, aucun tabou sur comment on peut contribuer à cette transition énergétique et ce développement aussi énergétique et économique sur un continent africain. Je le dis tout de suite, on va malheureusement que aborder un certain nombre de sujets sans exhaustivité, parce que de parler de tout un continent dans une table ronde en 1 heure, évidemment, c'est incomplet, et donc il va falloir accepter d'aller à quelques points en profondeur, et surtout de reconnaître l'expertise et vraiment l'expérience de terrain des 5 personnes sur scène avec moi. J'ai le grand plaisir de me tourner tout d'abord vers notre ancienne ministre, vers une personne du monde de l'entreprise, très attachée au Cap-Vert, qui, autant par, j'ose le dire, hein, par son charisme que par son énergie, c'est le cas de le dire positif, va nous régaler. Et je vais lui poser une question à Elisabeth Moreno, très simple au début. Quels principes devons-nous tout de suite rappeler et quelle vision devrait-on avoir de la transition énergétique en Afrique? Madame Moreno, merci d'être avec nous. Merci infiniment, Henri, de nous accueillir et d'animer cette table ronde. D'abord, vous avez dit dans votre introduction que je suis attachée au Cap-Vert, je suis attachée à l'Afrique. Je suis vraiment attachée à l'Afrique, à toute l'Afrique. Et s'il y a une question qu'il faut se poser ici, vous avez rappelé la distance qu'il y a entre l'Afrique et le continent européen, c'est à peine 8 km. Ça veut dire que en fonction d'où vous êtes du côté de la Méditerranée, si on imagine que la transition énergétique peut se replier sur un pays européen ou un pays africain, c'est une immense erreur. Maintenant, la vérité, c'est que le continent africain est probablement le plus grand continent en devenir. On sait que c'est un continent qui a beaucoup de défis, mais derrière chaque défi se cache une opportunité. Si on prend la dernière transition qui a eu lieu, la dernière révolution industrielle qui a eu lieu, c'était la révolution du numérique. Et on a vu combien le Kenya a su leapfrogger cette révolution pour devenir l'un des pays qui a construit le mobile money et qui a inspiré le Nord. Donc peut-être qu'on est à un moment avec cette transition énergétique, puisqu'on a appris des erreurs qui ont été commises et qui nous coûtent aujourd'hui et qui nécessitent et qui exigent des changements profonds. La manière dont les pays occidentaux se sont développés, la manière dont on a puisé dans nos ressources aujourd'hui fait qu'il faut impérativement changer. Et peut-être que le continent africain, parce qu'il est particulièrement attaché à la nature,
attaché à son écosystème et l'écosystème de tous les vivants, parce que c'est le continent qui a la population la plus jeune du monde. D'ici 2050, le continent africain aura la population active la plus jeune au monde, une population qui a 78% de jeunes qui vous disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs, mais ils ne pourront devenir entrepreneurs que s'ils ont les capitaux pour pouvoir entreprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé avec Ring Capital, qui est aujourd'hui un fonds d'investissement à impact social et environnemental sur le continent européen. Nous avons décidé de lancer Ring Africa parce que nous savons que cette transition énergétique porte des coûts colossaux, parce que nous savons que les projets existent, mais que si le private equity, le venture capital et tout ce qu'on voudra ne s'intéresse pas au continent, si les capitaux ne vont pas là où on en a le plus besoin, eh bien je pense que nos enfants et nos petits-enfants se réuniront, peut-être pas au CNIT mais ailleurs, pour se dire « mais mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Je vous remercie, Madame Moreno, et je veux compléter aussi les propos pour vous introduire. Vous avez aussi une fondation qui soutient l'entrepreneuriat et peut-être aussi indirectement les droits des femmes. Un petit mot sur ce point-là, peut-être en lien avec la transition énergétique. C'est un point absolument capital. Je voudrais juste rappeler que les femmes, c'est 51% de la population mondiale. Je voudrais rappeler que c'est la seule majorité qui est traitée comme une minorité. Et je voudrais rappeler que les deux transitions les plus importantes qui sont en cours aujourd'hui, qui sont la transition numérique et la transition environnementale, les femmes sont complètement laissées sur le bas-côté. Je voudrais rappeler que sur le continent africain, il y a un entrepreneuriat extrêmement dynamique, informel, porté par des femmes, et que si cet entrepreneuriat-là se transformait en quelque chose de formel, tout le continent en sortirait gagnant. Et donc, oui, bien sûr que je porte la cause des femmes. C'est Maya Angelou qui disait « Je suis femme depuis trop longtemps pour ne pas être de mon côté ». Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai des filles et c'est peut-être aussi parce que je ne comprends pas pourquoi cette force vive. Je crois que c'est un ancien président de l'ONU qui disait que les femmes sont le plus grand potentiel inexploité du monde. Et je pense que dans les transitions qui sont en train d'arriver là, que ce soit sur les sujets sociaux, que ce soit sur les sujets environnementaux, les femmes ont énormément de choses à apporter. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « Éduquer une femme et vous éduquez une famille et un village, éduquer un garçon, vous éduquez un individu ». Donc là, on a besoin les uns des autres pour pouvoir traverser cette tempête de révolution qui est devant nous. Merci Madame Moreno. Augustin Tamba, vous êtes maire de Yaoundé, vous êtes aussi président de l'Association des communes du Cameroun. Vous êtes un petit peu comme président de l'Association des maires de France, si on veut faire un petit rapprochement et sortir des acronymes, CUVMC, je crois, c'est ça. CVUC, merci Monsieur Tamba. Comment vous abordez cette question de la transition énergétique, à la fois en tant que maire, mais aussi au nom d'autres maires? Très bien, votre micro fonctionne, parce qu'on a quand même, j'imagine, des préoccupations très différentes en fonction du territoire, des territoires, du territoire ici français, parce que je veux constamment que nous basculions et que nous voyagions intellectuellement, mais qu'on se dise aussi, surtout pas les mêmes principes ou les mêmes objectifs. Il faut vraiment respecter cette différenciation de trajectoire. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire toute ma joie d'être ici pour partager cette table ronde. Je voudrais revenir sur les interventions de Mme Moreno tout à l'heure, qui parlait des investissements de la dimension colossale des investissements à faire pour cette problématique relative à la transition énergétique. J'ai relevé également dans la conférence du président Obama hier qu'effectivement il a proposé un modèle qui est un peu plus capitaliste sur la bancarisation des projets énergétiques qui gère cette transition, et ça pose des problèmes. Vous avez parlé de faire un voyage. Pour faire un voyage en Afrique, c'est très intéressant, mais dans sa diversité. Vous savez que les problèmes ne se posent pas de la même façon dans le Maghreb, c'est-à-dire en Afrique du Nord, qu'en Afrique du Sud, et qu'en Afrique centrale, et de l'Est et de l'Ouest. C'est dans cette diversité qu'il faut avoir cette approche-là. Dans l'Afrique du Nord,
nous avons à peu près une couverture complète en termes d'énergie. Mais c'est un paradoxe, parce que l'Afrique centrale a un des plus grands réseaux fluviaux du monde. Il y a le bassin du Congo, il y a le Zaïre, il y a le Cameroun, qui ont un réseau assez important. Mais qu'est-ce qui fait problème? C'est peut-être les investissements. Bon, on va revenir tout à l'heure. Quand on redescend vers l'Afrique du Sud, on constatera qu'on est à peu près à 84% de couverture. Cela est également dû à l'héritage colonial, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs du Nord qui ont investi en Afrique du Sud, et ça fait le chemin. L'Afrique centrale, on est à 26% de couverture. C'est lamentable. Au vu du potentiel qu'on évoque, ce potentiel qui est très important. Le Cameroun est à 70%. Fort malheureusement, c'est surtout la zone urbaine qui est couverte. La zone rurale, qui pourtant a un gros potentiel de production, surtout quand on parle de la sécurité alimentaire, est totalement dépouillée. Mais il y a un gros problème, lequel, c'est le problème de transport, des lieux d'exploitation aux lieux de consommation. Le transport coûte cher. C'est pour ça qu'il faudrait penser à multiplier les points de production par le solaire, par des micro-exploitations, 5 MW, 3 MW, etc. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a du grand mood, c'est là-bas qu'on peut faire une transformation structurelle économique du pays. Parce qu'il y a la terre, il y a l'eau, il y a un potentiel agricole très important. Oui. Vous insistez ainsi sur le déploiement de petites installations, notamment. Pas simplement ça, mais c'est intéressant, vous parlez vraiment de un peu toutes les échelles de développement, mais aussi des petites unités, que ce soit production agricole et énergétique. Oui. Tout à fait, parce que là, nous sommes dans les territoires. En tant que gérant des territoires et un peu celui qui a l'œil autour de tout, les problèmes sont les mêmes. Mais je voudrais rappeler que le développement se fait dans les territoires. Il se fait en zone rurale, pour le cas du Cameroun, qui n'est pas un pays vraiment industrialisé. Et l'opportunité que nous devons mettre en avant aujourd'hui, c'est la révolution agricole. Dans sa transversalité, c'est-à-dire avec des chaînes de valeur, on plante, on transforme et on distribue. J'apprécie que vous fassiez le lien direct entre énergie et agriculture, que vous n'êtes pas resté juste sur la question énergétique, vous voyez une vision globale, en fait, de développement territorial, de résilience territoriale et même de soutien finalement à la préservation de la ruralité d'une certaine manière, parce que vous voulez qu'il y ait de l'activité qui reste dans la ruralité, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Mais je voudrais regretter cette disparité et ces injustices quand même. Il faut qu'on se dise et qu'on se parle en se regardant dans les yeux. Vous savez, un pays comme le Cameroun, qui a un très gros potentiel, est passé sous ajustement structurel pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, on nous a interdit, on nous a autorisé à investir dans l'éducation de base, c'est-à-dire jusqu'au CEPE, et la santé. Comment figurez-vous qu'un pays puisse se développer dans ces conditions? Et nous avons eu un gros retard pour pouvoir construire des barrages qui pourraient alimenter la structure industrielle nécessaire pour la transformation. Vous voyez, quand les gars viennent se noyer dans les océans parce qu'ils vont à la recherche d'une vie meilleure, mais en réalité, c'est une vue de l'esprit. Ils se disent qu'il y a quelque chose, ou que nous avons été pillés, on va rattraper ce qui a été pris chez nous. Oui, ils se disent, mieux vaut aller mourir que de souffrir. Il vaut mieux tenter, face quitte au dos. Alors, il faut faire des politiques locales qui stabilisent les populations, qui créent d'ailleurs les zones urbaines, que le mouvement inverse se fasse, mais tout ceci, c'est d'abord la présence énergétique. Oui. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas avancer.
J'espère que vous allez nous donner l'opportunité tout à l'heure pour parler. Absolument. Non, on va rester ensemble pendant... on prendra quelques minutes en plus sur le timer. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie, Monsieur Tamba. Et vraiment, cette notion d'équilibre aussi entre territoires ruraux et urbains, coopération entre les deux, j'apprécie particulièrement parce que, à titre personnel, ayant vécu vraiment des grandes métropoles et aussi la ruralité aujourd'hui, je me tourne vers vous, Monsieur Obambi. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre des métiers de l'industrie du Congo. Et j'imagine que d'un point de vue, ce que ça va vous parler, le besoin de soutenir, encourager cet entrepreneuriat, les entreprises dans toute leur diversité, mais aussi avec des réalités qui sont peut-être très différentes dont on a l'habitude de parler ici pour l'instant jusqu'au Power Earth Summit. Merci Monsieur Obambi d'être avec nous. Bien, merci. Je commencerai par remercier les organisateurs et nous sommes très, très honorés en étant ici pour partager avec tous des connaissances et depuis hier nous apprenons et nous avons beaucoup appris et nous continuerons à apprendre au cours de ce panel. En ce qui concerne le sujet de la transition énergétique, moi je pense que la vraie problématique, à notre avis, elle n'est pas bien cernée. Elle n'est pas bien cernée, vous avez dit? Oui. Oui, je vous en prie. Nous avons appris quelque chose de très très important dans notre vie, tous, qui ont eu l'opportunité de passer par le système universitaire, particulièrement aux scolaires français. C'est le domaine de définition. Souvent, on nous poserait pourquoi on insistait en mathématiques sur le domaine de définition. Mais je crois que tout commence là. Aujourd'hui, nous devons rappeler que la transition énergétique a un caractère permanent. Depuis la nuit des temps, l'homme est toujours en pleine transition énergétique et on ne va pas en finir. En ce qui concerne les entreprises, en général et en Afrique en particulier, je pense que sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien faire. Puis-je rappeler, puisque nous sommes sur le bon territoire, ici, en France, en Europe, que la première révolution industrielle a eu lieu ici, en Europe. La base, c'était le charbon. Souvent, nous l'avons oublié. Du charbon, nous sommes passés dans une révolution qui nous entraînera vers l'acier. Désormais, il y avait de l'énergie et les industries se sont développées partout en Europe. Et de l'acier, maternité de la création de l'Union européenne, c'est grâce à l'acier que les pays européens se sont créés, pas grâce à la politique de convergence de ceci ou de cela. Et moi, je pense que cette chance qui a été donnée à l'Europe, nous l'avons naturellement en Afrique. Et en ce qui concerne cette problématique de transition énergétique, il faut la replacer vers l'offre et la demande. C'est simplement ce sujet. Quelle est l'offre? Quelle est la demande? Qui offre? Celui qui offre dans la transition énergétique, c'est celui qui a les sources d'énergie. Et l'Afrique aujourd'hui a un potentiel énergétique assez important, car si je m'en tiens à l'hydraulique, dans les statistiques qui sont aujourd'hui publiées, nous avons près de 17% du potentiel hydraulique en Afrique. Et l'hydraulique, permettez que je le rappelle, puisque nous sommes entre sachants, c'est l'énergie la moins chère, la plus propre, la plus durable. On ne dirait pas mieux. Quand nous avons l'hydraulique, qui, dans cette offre, doit apporter de l'énergie hydraulique? Je pense bien qu'il s'agit des entreprises. Jusque-là, nous n'avons pas appris qu'un été est en train de construire un barrage. C'est toujours les entrepreneurs qui construisent les barrages. Donc l'entreprise est en première ligne en ce qui concerne l'offre. Et parmi les consommateurs, le premier consommateur reste encore l'entreprise. Ce sont les entreprises qui ont besoin plus de l'énergie pour se développer et développer par conséquent nos pays. Les administrations, oui, consomment un peu d'énergie, mais je dis bien un peu. La part de l'administration est très marginale. Donc les entreprises ont un grand rôle à jouer. Les entreprises doivent prendre
toute leur place dans ce débat de la transition énergétique. Pour deux raisons. La première, c'est elles qui sont dans la demande. La seconde, parce que c'est elles qui vont offrir de l'énergie à l'ensemble de l'humanité. Et en ce qui concerne l'Afrique, la transition énergétique aujourd'hui est une véritable opportunité. Regardons la carte de l'Afrique. Afrique au sud du Sahara. Tous ces pays sont bénis de Dieu puisqu'il y a des rivières partout. À partir d'une rivière, la plus éloignée possible, nous pouvons émettre un micro-barrage. Et ce micro-barrage est un barrage de proximité. Comme monsieur le maire l'a dit, pourquoi tirer toujours les grandes lignes? Ceux qui sont dans la matière savent très bien que plus on tire les lignes, plus on perd de l'énergie. Ça, c'est au plan scientifique. Mieux on est proche, mieux on consomme de l'énergie. Et en ce qui concerne l'électricité, cette énergie a l'inconvénient d'être une denrée qu'on ne peut pas conserver. Donc, chaque fois que c'est produit, il faut consommer. Et c'est pour cela que vous avez, quelquefois en Afrique, des barrages qui ont été construits, qui produisent de l'énergie, mais les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Je crois qu'en ce qui concerne cette problématique de l'offre et de la demande, au centre se trouve, comme dans toutes les problématiques de l'offre et de la demande, la question du financement. Je suis quelquefois surpris de voir ceux qui possèdent demander. Excusez-moi. Ceux qui possèdent les moyens financiers demander, parce que le potentiel énergétique est en Afrique. C'est les Africains qui devaient créer les conditions pour que cette énergie devienne monnaie et de la monnaie financée par le biais du crédit. Je pense que cette problématique, elle est très très importante. Naturellement, autour de cet environnement, nous devons tenir compte des questions écologiques, des questions climatiques. Il faut en tenir compte. Je crois que les progrès sont en train d'être réalisés là-dessus. Et la prochaine révolution est en train de se préparer, se faire en Afrique pour deux raisons. Parce que, je reviens à l'équation de départ, l'offre et la demande, parce que l'offre est en Afrique, la demande sera en Afrique, car ce sera le continent, dans 20, 50, 30 ans, plus peuplé que la Chine. Merci, Monsieur Obambi. J'aimerais que nous continuions sur une vision entreprise, mais elle peut être élargie en parlant avec vous, Monsieur Obambi Junior, directeur général de Sapro Mayako SA. Rappelez-nous, s'il vous plaît, je vous remercie de l'activité de votre entreprise, mais aussi en tant que chef d'entreprise, comment vous rebondissez sur les questions de financement de cette transition énergétique, des opportunités entrepreneuriaux, d'innovation. Je vous merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc Sapro Mayako est une société minière. Donc, il s'agit de la première société congolaise ayant produit du minerai de fer non seulement au Congo, mais aussi dans la sous-région, donc CEAC. Donc, nous avons réussi cela en 2019 avec les premières cargaisons qui ont été envoyées vers la Chine. Donc, en ce qui concerne la place de l'énergie dans ce secteur, elle est centrale. Parce que, comme le rappelait Monsieur le Président tout à l'heure, l'économie n'est que de l'énergie transformée. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut choisir des sources d'énergie. Elles sont diverses. Elles peuvent être hydrauliques, elles peuvent être biomasse, éolien, solaire et autres. Et les transformer pour obtenir un bien. Donc, dans notre cas, nous produisons du minerai de fer. Mais notre souhait n'est pas de s'arrêter là. Il faut le transformer, ce minerai de fer, pour en faire, in fine, de l'acier. Et aujourd'hui, l'acier, ça représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Donc, comment décarboner au maximum ce secteur? Il y a des solutions qui ont déjà été mises en œuvre, notamment au Brésil, où on utilise l'énergie renouvelable qui est la biomasse, où on fait de la reforestation. Pendant la reforestation, le carbone est capturé dans les arbres qui ont été plantés. Ces arbres-là sont ensuite transformés en charbon. Ce charbon est mélangé avec du minerai de fer pour obtenir des lingots de fer. Et ces lingots de fer sont utilisés
pour faire de l'acier. Donc, on voit ici une méthode qui permet d'obtenir de l'acier de très bonne qualité. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la méthode la plus utilisée. On utilise une autre méthode qui consiste à utiliser du charbon de mine. Et cette méthode-là est responsable pour à peu près 2 tonnes de carbone par tonne de minerai de fer produite. Donc quand on produit 1,4 milliard de tonnes, bon, ça chiffre très vite. Alors qu'avec la méthode dont j'ai parlé, qui est basée sur la reforestation, on arrive à soustraire 1 tonne de carbone par tonne de fer produite. Donc là, une industrie qui est émettrice devient une industrie qui capture le carbone, tout en répondant à une demande indéniable qui est celle de l'acier, parce qu'on ne se développera pas malheureusement sans acier. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative. Donc, il faut chercher des méthodes pratiques pour justement limiter l'impact de ces industries. Pardon. Excusez-moi. Et je vais me permettre de compléter le tour de table avant de... Peut-être, même si on est dans un aspect un peu sombre dans la salle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un échange. Faire tourner un micro pour laisser réagir les gens dans la salle. Mais je tiens à remercier Stéphane Tiki parce qu'il nous a aidé à imaginer et construire cette table ronde en plus. Donc, en se rendant vraiment disponible pour le Power Summit. Donc, je lui en remercie. Spécialiste des relations internationales, relations économiques, transcontinentales, développement économique en Afrique. Merci beaucoup, Stéphane Tiki. Comment vous réagissez sur cette opportunité de transition énergétique en Afrique? Je me pose la question, est-ce que les termes d'ailleurs transition énergétique, c'est les bons mots, étant donné qu'on est sur un territoire si diversifié, mais aussi si différent des territoires où on a un peu défini ces termes transition énergétique. Donc Stéphane Tiki, vous avez la parole sur ce sujet. Merci beaucoup Henri, c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je remercie évidemment le Power Summit pour la confiance d'avoir pu construire cette table sur l'Afrique. Et lorsqu'on a échangé ensemble, on avait envie de donner la parole, comme vous pouvez le voir, à des gens qui sont des vrais spécialistes de la question et qui sont passionnément amoureux du continent. Et j'aimerais dire qu'il y a un mot qui nous rassemble tous, c'est cette complémentarité. Parce que quand on dit aujourd'hui transition énergétique en Afrique, eh ben on a besoin d'avoir monsieur le président de la Chambre de commerce qui va justement nous expliquer comment est-ce qu'on peut s'installer dans le pays. On travaille évidemment beaucoup avec monsieur le président des maires, monsieur Augustin Tamba, parce que grâce aux maires, on arrive à identifier telle ou telle ville où il y a des besoins, parce que les gens disent souvent la transition énergétique, mais les besoins dans la ville sont très souvent différents des besoins dans la ruralité. Évidemment, avec Paul, qui a aussi une société qui est présente sur le terrain, ça nous permet d'accompagner et de montrer que quand on a des entreprises qui s'implantent, on peut faire du sud-sud, mon cher Paul, puisque tu fais beaucoup sur le Congo, mais tu fais aussi dans le reste du continent, et la Côte d'Ivoire notamment. Et évidemment, avec Madame la Ministre, qui est une spécialiste du domaine du continent africain, parce qu'elle est aussi passionnée, mais elle a aussi une expertise, parce qu'elle a été PDG des grands groupes sur le continent. Donc ça nous permet de vous montrer que cette table ronde était avant tout une complémentarité d'acteurs qui veulent œuvrer au quotidien sur le continent. Pour répondre à votre question sur la transition énergétique, moi je dirais qu'on est en transition énergétique permanente, parce que, comme disait monsieur le Président tout à l'heure, quand on a créé d'ailleurs l'Union européenne, c'était pas l'Union européenne, c'était la CECA, c'était la Communauté économique du charbon et d'acier, parce qu'on s'est rendu compte que finalement le cœur, c'est l'énergie. Sans énergie, on peut rien faire. Et c'est vrai que cette question de transition énergétique en Afrique est pertinente, mais je vais essayer de la déconstruire un petit peu. Parce que souvent on dit transition énergétique en Afrique, et comme disait tout à l'heure M. Augustin Tamba, quand on identifie la carte de l'Afrique, on se rend compte que les besoins au sein du continent ne sont pas les mêmes. J'ai à la fois de l'optimisme et un peu de pessimisme. Je vais commencer par le pessimisme. Moi, je suis un enfant de l'Afrique centrale, et c'est vrai que quand je vois les barrages hydroélectriques qu'on peut avoir, cher Augustin, au Cameroun, notamment la Sanaga, Edea, quand je vois le bassin du Congo, et on était ensemble, cher Paul, au sommet des 3 bassins, et qu'on voit le peu d'exploitation de l'énergie hydraulique à travers ces barrages hydroélectriques, et ben ça me rend un peu triste, pour vous dire la vérité. Et en même temps, quand je vois ce qui se passe en Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, des pays comme le Rwanda,
et aussi ce qui se passe en Afrique du Nord. Je rentre de Tunisie, j'y étais il y a quelques jours, et en Afrique du Sud, chère Elisabeth, je me dis, ils ont pris conscience de la capacité de l'énergie à améliorer le quotidien des individus. Parce que dans les grandes villes, c'est vrai qu'on a très souvent recours à ces énergies-là, mais malheureusement dans les campagnes, là où on n'a pas d'énergie, comment est-ce que les enfants peuvent bien étudier à l'école s'ils n'ont pas la lumière ? Comment est-ce qu'on peut chauffer à manger si on n'a pas l'électricité ? Comment est-ce qu'on peut vivre au quotidien si on n'a pas d'eau ? Et ce sont ces problématiques-là qui sont pour moi les problématiques de première nécessité. C'est comme ça que je les appelle. Et souvent, dans mes débats, on me demande est-ce qu'on peut aussi greffer de la culture à tout ce milieu-là parce que c'est à des besoins. Mais j'explique aux gens en général que quand les gens ils n'ont pas déjà l'électricité, qu'ils n'ont pas à manger, à boire, ils ne peuvent pas mettre d'argent dans l'éducation, dans la culture ou autre. Donc pour moi, la transition énergétique, c'est le cœur du réacteur de la fusée. Et je vous dirais, évidemment que l'Afrique est pour moi non seulement le continent d'aujourd'hui, mais aussi le continent de demain, parce que si on parle simplement, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, d'énergie solaire. Le continent africain est celui où il y a le plus de soleil sur la planète Terre. Je répète, le continent africain est celui où il y a le plus de soleil sur la planète Terre. Maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on arrive à exploiter cette ressource. Et moi, dans ma vie au quotidien, à travers le groupement du patronat francophone où je suis aujourd'hui directeur du développement, nous avons 20 millions d'entreprises. Nous installons ces entreprises dans ces 80 pays et aussi à travers mon entreprise, Shaba Consulting. 20 millions d'entreprises 20 millions d'entreprises, je répète, qui sont des PME, TPE, ETI et start-up. Nous travaillons d'ailleurs avec chère Elisabeth, notamment sur ce fonds qu'elle vient de créer, notamment sur les start-up en particulier. Et moi-même, avec ma structure, on accompagne les boîtes grâce à une application qui s'appelle l'intelligence économique. Parce que tout le monde dit oui, mais il faut installer des boîtes qui veulent œuvrer dans la transition énergétique. Très bien. Mais pour pouvoir œuvrer, d'abord, il faudrait savoir quels sont les pays qui ont ce genre de besoins. Et ensuite, il faudrait savoir, si on rentre, comme disait tout à l'heure Augustin Tamba, dans le cœur du réacteur de la fusée, au-delà des pays, il y a des villes modernes, mais aussi des villes rurales qui n'ont pas les mêmes besoins. Et nous, l'intelligence économique nous permet d'identifier les besoins. Ensuite, on a décidé de faire quelque chose d'innovant. On met tous les acteurs autour de la table. Il faut que nos décideurs politiques soient autour de la table avec les décideurs économiques. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre ensemble. Pour que nos décideurs politiques comprennent qu'aujourd'hui, l'économie est le nerf de la fusée et qu'on a envie justement de développer cette transition énergétique qui va nous permettre aussi de créer des emplois. Elisabeth Moreno disait quelque chose de très essentiel tout à l'heure. Elle a dit « L'Afrique est le continent où il y aura le plus de jeunes en 2050 ». Aujourd'hui, dans des pays comme le Congo ou autres, on a 75% des jeunes qui ont moins de 35 ans. 75% des gens qui ont moins de 35 ans. Alors beaucoup veulent aller dans la fonction publique et on était d'ailleurs, cher Paul, l'année dernière au sommet qui s'est passé à Brazzaville et qu'on sera d'ailleurs à Brazzaville dans 15 jours pour parler justement à la jeunesse en expliquant qu'au-delà de la voie de la fonction publique, il y a une autre voie, entrepreneur. Et j'irai même plus loin, ma chère Elisabeth, on ne le dit pas assez, l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs. Parce que la femme entrepreneur africaine, elle est entrepreneur dès la naissance. La femme entrepreneur africaine, elle gère à la fois la famille et elle gère à la fois le business. Mais moi, ce qui me dérange et ce qu'on essaie de faire aussi au quotidien, c'est dire à toutes ces femmes et à tous ces jeunes qu'il y a la voie de l'entrepreneuriat, qui n'est pas un entrepreneuriat informel. Parce que beaucoup de choses qui sont faites en tant qu'entrepreneur sur le continent, cher Augustin, on en a parlé ensemble des millions de fois, c'est de l'informel. Alors on a envie d'aider justement à travers des formations, parce qu'on parle aussi d'entreprises qui vont s'installer, qui viennent dans l'énergie, mais si sur le terrain vous ne formez pas la main-d'œuvre, vous apportez une innovation et qu'il n'y a pas de formation, malgré tout le savoir-faire que vous avez, toute la passion, toute l'envie que vous avez en faire de la transition énergétique, mais si les gens sur le terrain ne comprennent pas comment ça marche, ne comprennent pas l'utilité, ne comprennent pas la rentabilité, il n'y a aucun résultat qui arrive. Alors nous, on essaie justement d'amener les entreprises qui viennent pour former la main-d'œuvre locale, parce qu'il faut que cette main-d'œuvre devienne autonome, qu'elle ait l'envie d'entreprendre, et aussi encadrer ces besoins-là pour leur dire que l'entrepreneuriat passe par une voie formelle dans laquelle ils sont plus protégés et plus reconnus. C'est pour ça que c'est essentiel de mettre les dirigeants des pays à côté des dirigeants économiques. Je terminerai en vous disant aussi une dernière chose, c'est que dans les sources d'énergie aujourd'hui, je vous ai parlé du solaire.
moi, j'ai conscience que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain, et on en parlait ensemble en plus, cher Henri, il y a peu de temps. Mais j'ai aussi un problème. Pour moi, c'est le mot valeur. Vous savez, aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Mais pardon de vous bousculer un peu. Vous savez, moi, j'ai une vraie qualité, je suis authentique, je dis toujours les choses telles que je les pense. Il y a 20 ans, on disait déjà que l'Afrique était le continent d'aujourd'hui et de demain. Et quand je compare avec ce qui se fait, notamment aux Émirats Arabes Unis, qui, il y a 20 ans, on voit le suivi de ce que c'est devenu aujourd'hui, et ben je me dis, les amis, on peut aussi refaire cette table ronde, comme disait Elisabeth, avec nos enfants, moi j'en ai pas encore, mais nos futurs enfants en tout cas, et redire encore que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Mais maintenant, il faut qu'on se dise qu'il faut faire les choses pour œuvrer au développement. Les pourcentages de croissance sur le continent africain sont toujours très très forts. La question que nous devons nous demander, c'est pour ça qu'on a aussi ces acteurs à côté de nous. Croissance économique. Voilà, pas de croissance économique, enfin, exactement. Les deux. Et même les deux. C'est comment on va pouvoir, tous ensemble, avec des spécialistes, aujourd'hui un fonds d'investissement, un chef d'entreprise, un président des maires, un président de chambre de commerce, comment on va pouvoir mettre tous ces acteurs autour de la table pour transformer ce développement économique en une amélioration de la qualité de la vie des gens. Et Henri, oui, pardon. Je terminerai en disant juste un dernier point, pardon. C'est juste pour dire que le cœur de la fusée, c'est pas est-ce qu'il y a le potentiel il est là. Est-ce qu'il y a un potentiel démographique? Il est là aussi. C'est comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble, les uns avec les autres, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et pour moi, il y a deux choses importantes. Il y a évidemment les financements, il y a évidemment la bancarisation, et je dirais même pour terminer, il y a du sud-sud. Peut-être que si aussi entre Africains, on se faisait confiance les uns avec les autres, ça marcherait mieux. Je disais récemment, lors d'un déplacement où j'étais à Yaoundé et je suis allé à Libreville, je me suis rendu compte que le billet d'avion pour faire Yaoundé-Libreville, il est à 300 000 francs CFA. Le billet d'avion pour faire Yaoundé-Paris, il n'est pas tellement très éloigné. Comment vous pouvez demander aujourd'hui, dans un pays, dans la même zone, cher Augustin, la zone CEMAC, avec un pays limitrophe, le Gabon, en voulant créer du Sud-Sud, on a un entrepreneur camerounais qui a l'envie, parce qu'il a peut-être une entreprise dans l'énergie, à travers les éoliennes, à travers l'énergie solaire, de venir entreprendre au Gabon, à Libreville. Mais si, dès le départ, il doit mettre déjà de sa poche 300 000 francs CFA, alors même qu'il n'a pas mis un euro dans l'investissement, c'est pas possible. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes sur le continent africain, vous voulez aller en Tunisie, il vous faut un visa, alors que c'est le même continent. Or, on a des gens qui sont dans un continent un peu plus loin, des kilomètres, qui, eux, viennent sans le visa. Ça veut dire que peut-être aussi déjà, au niveau de la bancarisation, à travers la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, mais aussi la BDAC, ces entités-là aussi, on en a besoin pour qu'elles nous permettent de trouver les financements et les soutenir. Nous, on travaille beaucoup aussi avec la BPI. Donc, je terminerai en disant que peut-être, c'est aussi le symbole de cette table ronde, en se faisant confiance avec les compétences des uns et des autres, on a souvent l'impression que les compétences, elles sont très loin. Elles sont peut-être aussi à côté de nous. En servant de ces compétences-là, en œuvrant les uns avec les autres, on va faire comprendre aux dirigeants qui nous dirigent que l'énergie est le cœur du réacteur de la fusée. C'est ça qui est important pour l'avenir, mais en se basant surtout pour améliorer les conditions de ceux qui y vivent. Merci. Et à côté de vous, il y a Mme Moreno. Vous prenez la parole. Je voulais simplement rebondir. Et je ne retirerai pas une seule virgule à ce que Stéphane Tiki vient de dire. Et je voudrais vous partager cette frustration que je ressens parfois, qui est liée à un paradoxe que je ne m'explique toujours pas. Monsieur le Président le disait tout à l'heure, je crois qu'avec le potentiel hydraulique du Congo, on serait capable d'électrifier tout le continent. Tout le continent. Stéphane Tiki le disait tout à l'heure, on est le continent sur lequel il y a le plus de potentiel solaire. On est le continent sur lequel il y a le plus de ressources en minière, mais Paul mentionnait ce qu'il a fait et la manière dont il a transformé ces produits et qu'on exporte aujourd'hui. Pour autant, la majorité des enfants sur le continent africain aujourd'hui s'éclairent à la bougie pour pouvoir faire leurs devoirs. 80% des déplacés climatiques sont des femmes, et en particulier sur le continent. 9 des 10 pays les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique sont sur notre continent. Et c'est d'une absurdité terrible. Il y a un sujet
qu'on n'a pas encore abordé, et peut-être que vous l'aviez prévu dans la deuxième partie de vos questions, mais les diasporas. Les diasporas et l'immigration. L'immigration est devenue un tel problème aujourd'hui dans le monde qu'on est à la veille de réélire Donald Trump. L'immigration est devenue un tel problème en Europe qu'on a des partis d'extrême droite qui s'exhibent avec fierté et qui sont de plus en plus racistes et xénophobes comme on ne l'a pas connu depuis des années. Et Monsieur le maire le mentionnait tout à l'heure, il n'y a pas une seule semaine où vous n'avez pas des articles dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui parlent de cette jeunesse qui est prête à sacrifier sa vie pour traverser la Méditerranée avec l'espoir de trouver une vie meilleure, alors même qu'elle sait qu'elle peut mourir en route et qu'on ne veut pas d'elle là où elle va. Qu'est-ce que c'est que ce désespoir humain ? Et on pourrait penser que ça n'est pas lié à la transition énergétique, mais ça l'est. Ah, si. Pourquoi ces gens sont prêts à mourir ? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir, là même où il y a toutes les solutions que vous avez mentionnées tout à l'heure, messieurs. Est-ce que ça n'est pas un paradoxe insupportable ? Alors vous pouvez arrêter 10 000 personnes qui ont faim, vous pouvez arrêter 100 000 personnes qui ont faim, vous n'arrêterez pas 10 millions de personnes qui ont faim, quels que soient les murs que l'on crée. Donc, moi je suis heureuse que vous ayez dans ce sommet ouvert cette discussion, et j'ai la conviction que si le Nord ne travaille pas avec le Sud, les problèmes du Sud sont déjà les problèmes du Nord, et ils le deviendront encore plus. Si le Sud, moi ce continent, mais je l'aime de tous les pores de ma peau, mais je ne comprends pas pourquoi, alors que nous avons autant de solutions qui sont là, à portée de main, on ne produit pas suffisamment, on ne fabrique pas, on ne transforme pas. Je vois des matières premières qui partent du continent africain, pardon Paul, qui sont envoyées en Europe, transformées et renvoyées sur le continent, vendues à des prix exorbitants. Donc ces aberrations qui sont du bon sens, vous savez, parfois, il faut simplement revenir au bon sens basique. Les gens ont besoin de vivre en dignité. Les gens ont besoin de boire, de manger, de savoir qu'ils peuvent fonder leur foyer et qu'ils peuvent rester là où ils sont. Moi-même, je n'aurais jamais quitté le continent africain si j'avais eu les infrastructures médicales pour soigner ma sœur là où on était. Il faut arrêter de croire que les gens sont prêts à quitter leur famille, leurs amis, leurs racines pour partir à l'aventure juste par gaieté de cœur. C'est pas vrai. En tout cas, une grande majorité de l'immigration du continent africain, c'est une immigration de survie. De la même manière que si le continent a le plus fort taux d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, c'est parce que c'est un entrepreneuriat de survie, parce que vous mangez le soir ce que vous avez vendu le matin. Donc l'esprit entrepreneurial, il est là. Il faut arrêter de croire que les Africains ne savent pas entreprendre, investir, créer, inventer. Mais tout ça, ça repose sur de l'argent. De la même manière que cette transition énergétique repose sur l'argent, parce que les ENR sont beaucoup, beaucoup plus coûteux que les énergies fossiles. Donc moi, je veux bien que nous nous contentions de donner des leçons et de dire « il n'y a qu'à Faucon ». En attendant, si on prêtait les mêmes sommes à certains pays africains pour se développer, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur le climat, que ce soit sur tout, peut-être qu'on réglerait une grande partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et ça ne peut se régler que si les dirigeants politiques, les politiques publiques, les entreprises, les associations et les citoyens s'y mettent ensemble. Parce que si on croit qu'on va régler ces problématiques de transition énergétique simplement avec les élites, les sachants et ceux qui ont, eh bien je crois qu'ils ne sont qu'à peine 10% de la population mondiale. Donc on est arrivé à une limite qui n'est plus acceptable. Merci de votre enthousiasme. Oui. Enfin,
votre enthousiasme, votre conviction et votre engagement au sens large, si je peux me permettre, mais la forme de la table ronde prend une très très belle dimension quand vous parlez avec le cœur comme cela. Madame Moreno, et j'ai vu que vous vouliez réagir, Monsieur Tiki. D'autres réactions aux propos des uns et des autres? Oui, je vous en prie. Si vous avez été très patient, Monsieur Tamba, allez-y, je vous en prie. Je vois que vous voulez prendre la parole. Ensuite, Stéphane Tiki. Ou je me trompe? Oui, non, allez-y, je vous en prie. Vous êtes très humble autour de la table, n'hésitez surtout pas. Hein. Beaucoup moins de difficultés que d'habitude. D'habitude, je dois interrompre les personnes. Là, vous laissez la parole, c'est très... Merci, monsieur le maire. Ok, salve d'applaudissements, ça a tout son sens, parce qu'elle a parlé parfois d'une élite aux ordres, alors que sur les territoires, les populations souffrent. C'est un problème de décision politique, de décision d'investissement. Quand une banque s'installe en Afrique, c'est le conseil d'administration qui décide d'ailleurs le coefficient d'investissement à mettre pour le développement. Et ça pose quand même de gros soucis. Il y a des choses à faire. Nous qui sommes gestionnaires des villes, il y a l'économie circulaire, dérivée du traitement des ordures, où on peut faire de la biomasse, on peut faire des énergies pour vendre, pour planter, reboiser nos cités. Mais cela demande des investissements. C'est des conventions, c'est des partenariats gagnants-gagnants. Malheureusement, il y a des politiques qui sous-tendent parfois, où il y a des zones rouges, on ne peut pas investir dans tel pays pour telle raison. Et puis à Yaoundé, le jour où vous viendrez à Yaoundé, je vous conseille d'habiter l'hôtel Hilton. À partir de 23h, il passe 5000 camions portant des grumes. Il y a des coupes barbares. Cette déforestation est violente et barbare. Mais qui coupe? Mais on a besoin de couper peut-être le 10e, voire 5% de ce qui est fait en ce moment pour faire des transformations de 3e niveau et avoir beaucoup plus de plus-value pour financer nos économies. Si nos économies ne sont pas financées et si les gens n'ont pas une prise en charge sociale, il n'y a rien à faire. Le développement passe par là. Je crois qu'il faut également regarder ces politiques internationales par rapport à il y a un regard différent. Vous voulez peut-être... Donc, je crois que c'est très, très, très important de regarder. Et puis, je pense qu'on parle également de la transition énergétique. On parle également de la planète qui est menacée. Bon, nous avons la 2e réserve mondiale, le bassin du Congo, après l'Amazonie. Mais aujourd'hui, on coupe tout, mais on ne soutient pas pour cette transformation. Ça, c'est aussi un scandale. C'est des choses qu'il faudrait corriger pour permettre quand même qu'il y ait des ressources qui peuvent apporter le développement dans nos différents États. Et on penserait peut-être en mettre en place des basket funds pour financer ceux-là qui protègent la planète. Nous protégeons la planète, mais nous n'avons rien. Ce n'est pas juste. Et également, quand on a regardé les problèmes d'investissement allant dans ce sens, il y a d'autres types de problèmes qui se posent également, qui, vous savez, dans les conférences internationales, Glasgow, Paris, etc., on dit 500 millions de dollars. Mais c'est 5% qui viennent en Afrique. Et dans ces 5%, plus de la moitié se dirige vers les études avec des cabinets du Nord. C'est un scandale. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, monsieur Obambi, je vous en prie. Et ensuite, Stéphane. Oui, je voulais continuer sur la lancée pour citer un exemple contemporain. Nous sommes, avec beaucoup de tristesse, en train de vivre les événements qui se déroulent en Ukraine. Conséquence de cela, l'Europe doit trouver des solutions pour son énergie parce qu'il y a cette problématique avec la Russie, ainsi de suite, qui ne peut plus alimenter dans les conditions antérieures. Mais la première décision qui a été prise par le gouvernement européen, c'est d'aller chercher cette énergie en Afrique. Tous les dirigeants européens sont repartis en vitesse en Afrique et le résultat ne s'est pas fait attendre. En 18 mois, le groupe Eni a signé et le dernier navire, le
premier navire de gaz est parti du Congo-Brazzaville. Mais ce gaz était toujours là, à cet endroit. Il a fallu la crise en Ukraine pour que ça soit fait. Donc c'est juste pour dire que c'est dans le domaine du possible. Et on l'a prouvé avec la crise de Covid. Je pense que tous les économistes, tous les financiers et tous les banquiers sont passés en dehors des normes prudentielles quand il s'agit de Covid. Mais il y a des événements en Afrique. Il faut que l'Afrique se développe. Il faut que les capitaux soient orientés vers l'Afrique. Il faut que les capitaux se créent en Afrique. C'est ça la vraie problématique. Nous avons la ressource, nous avons des connaissances. La diaspora, on en parlera tout à l'heure. Et moi, je pense que les fondements des réserves financières, un des fondamentaux parmi les réserves, c'est comme l'or. Le continent africain est un grand producteur d'or. Donc, à partir de là, oui, nous attendons que l'Occident, l'Amérique, la Chine, l'a prouvé, viennent investir en Afrique. Mais je dirais, en tant qu'entrepreneur, que l'Afrique, je repartirai sur la base d'un grand économiste connu de tous, qui est un contemporain, je citerai en l'occasion Samir Amin. L'Afrique doit être autocentrée et autodynamique. L'Afrique a ses demandes en face, l'Afrique doit donner l'offre et les vraies réponses. Et à partir de là, oui, on ne peut pas vivre en autarcie. L'Europe travaillerait avec l'Afrique, l'Asie travaillerait avec l'Afrique, puisque nous parlons de la transition énergétique. Il y a moins de 50 ans, quelle était la situation de l'énergie en Chine? Il y a moins de 50 ans, c'est les Japonais qui faisaient la construction hydraulique en Chine. 50 ans plus tard, c'est la plus grosse société de construction de barrages hydrauliques chinoise, c'est Gezuba, qui construit les plus grands barrages. Le plus grand barrage au monde aujourd'hui est en Chine. Il n'est pas en Europe, il n'est pas au Japon. Voilà le complément que je voulais faire à ce que vous avez dit. Je vous remercie. Merci, oui. Stéphane Tiki. Vous pouvez applaudir, n'hésitez pas. Non, je regrette, c'est peut-être la seule interaction qu'on va avoir tout à l'heure. J'ai parlé de passer le micro, mais on n'a pas beaucoup de temps et la discussion est riche, donc je vous remercie de votre compréhension. Mais nos chers intervenants seront là aussi après pour un café peut-être avec vous. Merci de votre participation. Stéphane Tiki. Oui, c'était pour rebondir sur ce qui a été dit. Évidemment, je suis particulièrement d'accord. Je voulais parler de talent, moi. C'est pour vous montrer, en fait, que même à travers cette table ronde, vous avez à la fois des talents qui sont des gens issus de la diaspora, comme Elisabeth et moi, et vous avez des talents qui sont des talents sur le continent. Parce que quand vous voyez ce que fait Monsieur le Président des maires, notamment au niveau des villes, en connectant les entreprises avec les villes pour faciliter l'implantation, Monsieur le Président Obambi ou Paul avec sa société, ça vous montre qu'il y a des talents des deux côtés de la rive. Et moi, je pense, comme disait tout à l'heure Elisabeth, il faut qu'on arrête de penser qu'il faut opposer l'Europe et l'Afrique. Les problèmes de l'Afrique, aujourd'hui, seront les problèmes de l'Europe demain. Si l'Afrique va mieux demain, l'Europe ira mieux après-demain. C'est l'un avec l'autre ensemble. Et au-delà, parce que évidemment, moi, vous savez, je défends la francophonie économique, donc au-delà de partager cette belle langue, c'est dire qu'on peut faire aussi du business ensemble. Mais pour moi, pour faire du business, et ce que disait tout à l'heure Monsieur le Président Mombi, c'est quand même qu'il faut qu'on ait conscience de la valeur qui est sur le continent. Parce que pour négocier avec quelqu'un, il faut d'abord que vous soyez sûr de ce que vous avez chez vous pour pouvoir le vendre entre l'offre et la demande. Sauf que si vous n'avez pas conscience de la valeur qui est la vôtre, vous allez brader votre produit qui est votre valeur ajoutée. Vous êtes le continent dans lequel il y a le plus de potentiel. Vous êtes le continent dans lequel il y a énormément de besoins. Mais si vous bradez votre valeur, les gens n'auront plus l'envie de venir chez vous. Et aussi, autre chose, et c'est pour ça qu'on a ces acteurs aussi autour de la table, si on pouvait pour une fois aussi changer de paradigme en disant du bien des uns et des autres. Parce qu'on a beaucoup aussi de gens qui sont les pires ambassadeurs, qui disent toujours que tout va mal ou qu'on ne va pas s'en sortir. Et évidemment, chère Elisabeth, quand sur le terrain, on dit que tout va mal et qu'on ne va pas s'en sortir, et qu'en plus de ça, les gens ils n'ont pas d'espoir, ben, ils sont prêts à tenter leur vie sans savoir même que ici, ils ne sont pas forcément désirés. Et mieux que ça,
rien n'est écrit qu'ici, ils vont vivre mieux que là où ils étaient au départ. Donc, pour moi, en fait, il faut que l'Afrique prenne conscience de la valeur de son potentiel, que les dirigeants africains, et on en a ici autour de la table, prennent conscience de la valeur du continent, que ceux qui veulent venir sur le continent comprennent, et moi je crois évidemment beaucoup entre la relation entre la France et l'Afrique, parce que je suis profondément amoureux de la France, c'est le pays dans lequel j'ai réussi à m'exprimer professionnellement, et je suis profondément amoureux du continent africain, puisque tous les 15 jours je vais dans des pays pour vos développements économiques. Il faut que ceux qui viennent comprennent qu'ils viennent pour gagner, c'est normal, ils sont entrepreneurs, mais ce gain ne marchera que ceux qui sont sur le terrain gagnent aussi. C'est ça le gagnant-gagnant, à travers les partenariats publics-privés, à travers l'intelligence économique, à travers les énergies hydrauliques, à travers les énergies solaires. Mais pour ça, il faut que ceux qui viennent comprennent que on ne vient pas, et là je parle aussi pour la diaspora, parce que j'ai une qualité sur la diaspora et un problème avec la diaspora. Je commence par le problème. Il faut que nos frères de la diaspora aussi comprennent, et je pense que cette table ronde va leur pouvoir leur montrer aussi ça, que quand ils vont sur le terrain du continent, ils ne sont pas attendus comme le sauveur. Ils ne sont pas attendus comme le Messie. Parce que sur le continent, il y a du talent. Parce que sur le continent, il y a des gens qui se battent au quotidien. Je faisais récemment une métaphore en disant, vous savez, c'est très drôle, mais à Paris, en hiver, il neige. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la ville qui tremble. Tout le monde est en panique. On dit, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de voiture, on ne circule pas, vous avez vu, il neige. En Afrique, il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité tous les jours, mais on continue à travailler. Donc, très souvent, ceux qui partent d'ici en ayant un sentiment de se dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont sur le terrain, quand ils y arrivent au bout de 2 semaines, ils disent « on n'y arrive pas, on va rentrer ». Et moi, je dis oui, dans ce cas-là, il faut rentrer. Parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir vous en sortir. Ceux qui sont sur le terrain, eh ben, ils se battent avec les problématiques locales et ils s'en sortent. Vous avez la preuve ici aujourd'hui autour de la table. Tant la société de Paul que M. Bambi, que M. Augustin Tamba, ils s'en sortent. Donc nos frères de la diaspora doivent avoir un sentiment que j'aime beaucoup, l'humilité. Deuxième chose, pour moi, la diaspora aujourd'hui, et ça a un lien avec la transition énergétique, est celle qui a, je pèse mes mots, la mission, la responsabilité de faire le pont entre l'Europe et l'Afrique. On a étudié ici. Monsieur Obambis, c'est mon tonton. Il a étudié ici aussi, lui, déjà à son époque. Moi aussi, j'ai étudié ici. Moi aussi, j'aime la France, je connais le système français. Et je suis un enfant du continent africain. C'est nous qui devons faire le pont entre les uns et les autres. Et c'est ce que moi, je fais avec ma structure pour dire aux gens des diasporas, lorsque vous voulez rentrer dans les pays, on est en capacité de vous connecter avec les décideurs économiques et avec les décideurs politiques. Encore une fois, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre ensemble. Et pour moi aussi, un message pour les frères du continent, et je parle à ceux qui sont ici aussi. On a aussi beaucoup de frères de la diaspora qui veulent rentrer, mais ne sont pas toujours bien accueillis. Non, vous savez, moi je dis toujours les choses. J'ai une qualité, ma grande sœur, c'est je suis authentique. On a besoin que vous, qui êtes des décideurs qui réussissent sur le continent, vous leur tendiez la main. Parce que vous savez ce qui leur fait mal souvent, c'est quand ils voient des gens d'autres continents qui sont mieux accueillis que eux-mêmes, alors que c'est aussi leur continent. C'est une vérité. Donc on a besoin aussi qu'on dise à un moment donné, arrêtons de parler de choses qui nous opposent, arrêtons de parler de choses qui nous séparent, arrêtons de parler de nos différences comme si c'était un problème. Moi je trouve que nos différences sont nos complémentarités. On ne pense pas tous pareil, on n'a pas tous la même histoire, on a une seule envie, œuvrer aujourd'hui au développement du continent africain. Alors on se met les uns avec les autres, on se retrousse les manches, on fait du développement économique parce que l'économie aujourd'hui est le cœur de la cité. L'économie rassemble. La politique, malheureusement, ça divise. Parce que même en politique, si vous dites que le ciel est bleu, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dira qu'il y a une nuance de bleu. L'économie, vous construisez une école, vous faites de la formation, de l'éducation, du développement économique, vous implantez une société, vous embauchez des locaux, ça augmente leur pouvoir d'achat, ça augmente leur salaire, ils vivent mieux. Donc je vous assure aujourd'hui, l'Afrique est pour moi le continent où il y a le plus de potentiel économique, le continent où il y a le plus de potentiel énergétique, grâce au solaire notamment, le continent dans lequel il y a le plus de potentiel de développement.
Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que les gens qui veulent venir se rendent compte, et pas seulement parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, qui se rendent compte qu'on peut œuvrer les uns avec les autres. N'attendons pas qu'il y ait des guerres ou qu'il y ait des problèmes pour se dire qu'on se met autour de la table. On peut aussi se parler quand ça va bien, parce qu'on a une population qui a faim. Et quand les gens ont faim, ils sont désespérés. Et ça rejoint un thème essentiel dont on a parlé tout à l'heure, chère Elisabeth. Je plus toi tout ce que tu as dit sur l'immigration. Mais les gens qui veulent venir ici, ils ne viennent pas de gaieté de cœur. D'ailleurs, si vous regardez les pays du continent dans lesquels les gens viennent, les pays du continent qui sont bien développés, comme le Nigeria par exemple, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, ils ne viennent pas ici. Ils ont tout chez eux. Donc notre rôle à nous, et souvent je dis aux responsables français qui me disent « oui, mais on a des problèmes avec l'immigration ». D'abord, je pense qu'il y a un problème avec, pas l'immigration, c'est surtout ceux qui sont ici qui n'aiment pas déjà la France. Parce que nous aimons vraiment la France. C'est ceux qui sont ici qui ne respectent pas la France. En nous, depuis qu'on est né, on respecte toujours la France. Et ce que l'on va comprendre, c'est que c'est pas un problème de l'immigration. D'abord, ici, c'est un problème d'intégration. C'est faire aimer la France aux gens qui sont déjà là, qui déjà n'ont pas de patriotisme. Moi, je sors de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pendant la CAN, il y avait des drapeaux ivoiriens partout dans la ville, parce que les gens aiment la Côte d'Ivoire. J'ai essayé de dire à mes amis français que moi je rêve d'une France où il y a des drapeaux français. On m'a dit « ah, ça c'est l'extrême droite qui dit ça ». J'ai dit « bah nous c'est juste qu'on aime la France, mais pas besoin d'être extrême ou quoi que ce soit, on est patriotes simplement ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que si aujourd'hui dans ces pays-là, ces pays en développement, on crée du développement économique. On était en Côte d'Ivoire avec Edith Cresson, l'ancienne Première ministre, pour créer l'école de la deuxième chance, qui est une école qui permet à tous les jeunes qui n'ont pas pu aller à l'école parce que les parents sont dans une situation précaire, parce qu'on n'a pas d'électricité, d'avoir une formation tout de suite, alternance, apprentissage, pour être opérationnel sur le marché du travail. Vous voyez, si on crée de l'éducation, si on crée de la formation, si on crée de la culture, si on crée du développement économique, je vous assure, les gens, ils sont très heureux chez eux, avec leur culture, leur famille, leurs amis, ils ne viendront plus. C'est tout simple. Créons du développement économique qui permettra aux gens qui veulent partir de se dire qu'ils ont l'espoir de pouvoir réussir chez eux. Merci Henri, Stéphane vous Tiquet. permettez, juste parce que je vois que le temps est terminé. J'allais vous donner la parole pour conclure. J'allais demander si M. Obambi Junior voulait dire un mot, mais ça sera vous qui concluez. Il est tellement enflammé, ce garçon, que quand il part, on ne sait plus l'arrêter. Mais Madame la ministre, si M. Obambi Junior dit un mot, parce que moi, de toute façon, galanterie oblige, c'est vous qui concluez. Oui, donc... Mais c'est vrai, un peu court, parce que là, on va nous taper un petit peu sur les doigts après, mais je vous en prie, M. Obambi Junior. Non, je pense que le sujet a été bien abordé dans sa complexité par l'ensemble des intervenants, parce que quand on prend le cas pratique que j'ai exprimé tout à l'heure, de quoi s'agit-il? C'est de faire de la reforestation. Donc l'aspect écologique s'explique de lui-même. Quand on fait cette reforestation et cette transformation du bois en charbon de bois, qu'est-ce qui se passe? On crée de l'emploi pour ces personnes qui sont en population rurale. Ils n'ont plus besoin d'aller dans les grandes villes et ils ont encore moins besoin d'aller traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Ils peuvent faire du charbon de bois sur place, l'acheter à un bon prix et le faire dans des conditions tout à fait convenables. Ensuite, ce minerai qui a été transformé maintenant en lingot de fer, pour le faire transformer en acier, on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc on fait appel à l'hydraulique qui est disponible, comme l'a rappelé Monsieur le Président tout à l'heure, en abondance dans la zone. On arrive à produire de l'acier localement, et qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin d'importer de l'acier, parce que pour importer tout l'acier dont on a besoin pour les infrastructures qui sont nécessaires à notre développement et à la mise dans des conditions acceptables des populations, ça nous demande des devises qu'on n'a pas. Donc c'est un frein énorme. Donc quand on lève ce frein en le produisant localement, on peut se développer d'une façon beaucoup plus viable, beaucoup plus rapide. Aussi rapide, je l'espère, que la croissance démographique. Et donc ça répond justement à toutes ces problématiques qui ont été citées par chacun des intervenants. Donc il faut aller sur des problématiques sectorielles, voir quel impact ça peut avoir sur tous les aspects donc, de la société, et y aller franchement, parce que les solutions existent aujourd'hui. Donc concentrons-nous et retroussons-nous les manches. Et allons-y. Merci. Madame Moreno, vous avez la dernière intervention. Merci Henri. Et merci, vraiment, c'était passionnant. J'ai trouvé qu'il y avait des idées extrêmement riches et intéressantes partagées là. Maintenant, moi, je suis
quelqu'un de très pragmatique et je suis beaucoup dans l'action. Je pense que ces sujets de transition écologique, énergétique, on en parle depuis longtemps, mais on peine à voir le résultat des actions qui sont mises en œuvre. Et je vous le disais en préambule, je pense que tous les défis cachent des opportunités. Et ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui ouvre des portes que nous n'aurions pas envisagées il y a quelques années. Et notamment la créativité, l'inventivité, la vitalité de notre jeunesse aujourd'hui, qu'elle soit sur le continent européen et qu'elle rejette les inégalités et les injustices que ma génération avait acceptées. Pour moi, ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif parce que l'exploitation de ceux qui sont le plus en souffrance par ceux qui ont le plus, je pense que plus ça va aller et moins elle va être tolérée, d'un point de vue humain et d'un point de vue des ressources également. Henry Kissinger, le prix Nobel américain, disait « Who owns the food supply controls the people. Who owns the energy controls the continent. Who owns the money controls the world. » L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on prêtait autant d'argent au continent africain pour son développement qu'on en prête aux pays occidentaux, le continent ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Bon, après, il y a aussi un problème de que devient l'argent. On me dit toujours, mais il y a des milliards qui sont envoyés sur le continent. Que deviennent-ils? Je ne sais pas. Ça, c'est un autre problème. Hein. Mais si on n'a pas d'argent, on peut avoir les meilleures idées du monde, on n'avance pas. Et c'est pour ça que je voudrais terminer en vous parlant de Ring Africa, parce que ce fonds, je rêve de le créer depuis 20 ans, parce que je sais que c'est en amenant les capitaux là où ils doivent être, pour soutenir les projets vertueux, ceux qui font avancer, ceux qui créent des emplois pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes. Si on amène l'argent sur le continent, si on le met entre les mains de gens qui sont capables, compétents, responsables et sérieux, et qu'on leur donne la possibilité de créer les emplois qu'ils ont besoin de créer, de développer le continent comme il a besoin d'être développé, il y a beaucoup de solutions qui vont se mettre en place de manière assez naturelle et spontanée. Ring Africa, c'est ça. Nous n'investissons que sur des projets à impact social et environnemental. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, investir sur le social, c'est-à-dire l'humain, et sur l'environnemental, c'est productif, ça rapporte. Ce n'est pas de l'économie sociale et solidaire. Il faut arrêter. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le private equity, le venture capital, en fait, les gens ont peur du continent. Les gens me disent, mais oh là là, il n'y a pas de règles, c'est instable, vous êtes toujours en guerre, et puis il n'y a pas les compétences, il n'y a pas des talents, il n'y a pas... Et j'aimerais bien que ce ne soit que les Occidentaux qui disent ça. Mais les Africains eux-mêmes pensent ça. Et donc mon rêve avec Ring Africa, c'est que nous ayons 50% des investisseurs qui soient des investisseurs du continent. Monsieur le Président, ayons une conversation, cher Paul. Je rêve qu'il y ait des investisseurs africains qui sont installés sur le continent, qui disent « Bon, j'ai construit ma maison, j'en ai même construit 3, j'ai acheté 6 voitures, je ne sais pas trop ce que je vais faire du reste. » Eh bien, investis sur ton continent pour que ce soit plus grand que toi et que ça profite à tes enfants et à tes neveux et à tes arrière-arrière-neveux. C'est essentiel. Mais je veux aussi que 50% de ces fonds soient internationaux, parce que l'Afrique ne va pas se replier sur elle. L'Afrique est d'une vitalité extraordinaire, nous sommes ouverts sur le monde, il y a des Africains partout dans le monde et donc nous devons aussi accepter d'ouvrir les portes pour que tous ceux qui ont des intentions bonnes et louables et qui viennent dans une relation gagnant-gagnant puissent eux aussi contribuer au développement de ce continent. Alors rejoignez Ring Africa, que vous ayez de l'argent à investir ou que vous ayez des projets à porter, vous serez les bienvenus. Merci Madame Moreno.
Merci à vous tous, Monsieur Obambi Junior, Monsieur Tamba, Monsieur Tiki, Mme Moreno, vous êtes super. Et en plus, sur le créneau du déjeuner, vous avez comme régalé la salle. Merci à vous toutes et tous. À très bientôt pour encore des tables rondes de ce Power Summit.